Nous faisons notre troisième conférence. Dans ce cycle, en fait, ce sont comme des poupées gigognes. On peut très bien suivre une conférence sans évidemment avoir suivi celle qui précède, ni celle d'avant. Mais je voudrais dire que le thème de ce soir, le conflit historique entre sunnites et chiites, en fait, est un sujet tout à fait clé. Pourquoi poupée gigogne? Parce que si dans la première conférence, nous avons campé le décor justement d'Israël dans l'œil du cyclone d'un Moyen-Orient qui est en pleine ébullition depuis plus d'un siècle, mais alors encore plus depuis 2011 avec le début des ce qu'on a appelé les printemps arabes qui se sont transformés en hiver islamique, eh bien nous avions campé, disons, dans cette première séance, que l'un des rouages fondamentaux, si vous voulez, parmi les rouages fondamentaux, l'une des clés de compréhension de ce qui se passe, c'est le rôle hégémonique que veut jouer l'Iran. C'était le thème de notre seconde intervention la semaine dernière, où nous avons analysé en quoi la maîtrise actuelle, probable, en tout cas très proche de l'Iran, de la bombe nucléaire, et la maîtrise sur des armes de destruction massive constituait un danger pas seulement pour le Moyen-Orient, mais qui était un danger aggravateur, si vous voulez, d'une situation qui était déjà très complexe. Or aujourd'hui, on va examiner une poupée gigogne encore plus profonde, encore plus précise. C'est que pour comprendre justement le rôle que veut jouer l'Iran et la revanche historique que l'Iran et ses dirigeants chiites empreints de mysticisme en fait chiite, on va voir ce que ça veut dire tout à l'heure, veulent prendre sur le monde sunnite, eh bien c'est justement, on est obligé de décrypter les arcanes, et c'est notre thème de ce soir, les arcanes du conflit entre sunnites et chiites, qui est en fait, on pourrait dire le Kodesh Kodashim, les Havdil, le centre, le focus de ce Moyen-Orient à feu et à sang, et qui est en fait la clé principale qui peut permettre de comprendre tout ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est-à-dire que sans, si vous voulez, le décodage et le décryptage du conflit entre sunnites et chiites, qui est un conflit géopolitique pour l'instant, mais qui a des racines historiques et religieuses très profondes, on ne peut pas comprendre l'animosité des luttes qui se déroulent par exemple en Syrie, qui continuent à se dérouler au Yémen, et qui ont embrasé aussi, enfin qui continuent d'embraser d'ailleurs même le Liban, qui risquent de déborder sur d'autres pays. Il y a aussi l'Arabie Saoudite qui est concernée, le Bahreïn, même si c'est un tout petit pays, mais un pays très stratégique. Et donc, en fait, l'analyse de ce soir, si vous voulez, c'est un peu l'aboutissement de notre réflexion. Et j'espère que le peu de temps qu'on a va nous permettre de comprendre pourquoi. Alors, il faut savoir, j'ai sous les yeux plusieurs analyses. Il y a déjà quelques années, au début de la vague des printemps arabes qui sont transformés en hiver islamique, plusieurs analystes disaient que justement le conflit sunnite-chiite était tellement important qu'il allait être la clé de voûte de tous les conflits, ou du moins la structure de tous les conflits au Moyen-Orient pour les décennies qui viennent. Et pas simplement pour celle qu'on a entamée, ça fait 5 ans finalement, depuis 2011 que ce processus a commencé, mais on a là, en fait, on touche du doigt des réalités qui sont extrêmement profondes. Et pour m'en expliquer toujours en introduction, je voudrais dire que dans l'histoire du Moyen-Orient, en dépit des tentatives qui ont été faites à tel ou tel moment, il y a eu la Ligue arabe qui s'est créée en fait pour contrer Israël, mais il y a toujours eu, même avant l'apparition d'Israël, il y a toujours eu dans cette région des tentatives, surtout du côté sunnite, qui sont majoritaires dans le Moyen-Orient, qui sont majoritaires d'ailleurs à l'échelle de la planète. On verra tout à l'heure une carte, les sunnites représentent plus de 80%, presque 85% des musulmans à l'échelle mondiale. Au Moyen-Orient, c'est un petit peu moins, même s'ils sont évidemment majoritaires en Iran, mais disons que le monde sunnite, qui a toujours été, qui est encore leader au niveau à la fois du nombre de pays et en même temps en termes démographiques du monde musulman, a toujours essayé si vous voulez, a toujours été morcelé, ce monde sunnite lui-même. C'est ça qui est intéressant. On va examiner le conflit entre sunnites et chiites, mais par ailleurs, il y a à l'intérieur du monde sunnite évidemment toutes sortes de clans, de familles, de tribus, d'ethnies qui sont fidèles
dans l'histoire à tel ou tel chef local ou régional, et tout cela a engendré de nombreuses inimitiés et hostilités à l'intérieur même du monde sunnite. Alors le monde sunnite, c'est pas un bloc monolithique. Pour pouvoir faire de l'ordre, on va évidemment examiner d'abord le conflit dont je parlais entre chiites et sunnites. D'où vient-il? Quelle est sa genèse? Et quelles sont ses conséquences sur la carte du Moyen-Orient d'aujourd'hui? Et puis on verra aussi à l'intérieur du monde sunnite toutes les oppositions qui existent. Alors, ce premier découlement que vous avez sous les yeux, il y en a quelques autres qui vont suivre. En fait, c'est une estampe qui est en fait une estampe iranienne, une estampe qui fait partie de la mythologie, mythologie ou de l'histoire religieuse, si vous voulez, de l'avènement du chiisme, parce que, pour dire les choses, pour partir d'une définition un peu simpliste, il y a dans le monde musulman deux branches, il y a plus que ça, mais deux branches principales, je le disais, c'est le monde sunnite et le monde chiite, et on va essayer d'examiner comment ça s'est passé. Si vous voulez, c'est la même chose, avec beaucoup de différences que ce qui s'est passé dans le monde chrétien entre protestants, catholiques et protestants, et évidemment dans d'autres circonstances, dans un autre terrain historique et géographique. Et alors, cette estampe que vous avez sous les yeux, c'est une estampe qui relate le point de départ sans faire de jeu de mots, de ce schisme, de cette scission. Je ne veux pas dire schisme parce qu'on va confondre le schisme qui est une scission avec la branche chiite de l'islam. En tout cas, cette scission entre les chiites et les sunnites s'est passée il y a 14 siècles, en 680 de l'ère commune, c'est-à-dire à peine 2-3 décennies après la disparition de Mahomet, du prophète Mahomet, lorsque Ali, qui était le gendre de Mahomet et aussi son cousin, on ne va pas expliquer pourquoi, parce que c'était comme ça qu'on formait les familles à l'époque, en fait, et qui devait assumer, si vous voulez, le pouvoir politique, s'est trouvé opposé, il y a eu une opposition très forte contre lui des califes, des califes des Omeyyades, qui étaient les premiers califes, qui en fait se sont ligués contre Ali pour le rencontrer sur le champ de bataille. Et ce qu'on voit finalement, et il faut comprendre ça parce que ça me paraît un peu vieux comme histoire, mais c'est fondamental, ce qu'on voit sur la carte, là, sur le dessin, c'est plusieurs tableaux de cette fameuse bataille qu'on a appelée la bataille de la Karbala, pas la Kabbalah, mais la Karbala, en 680 de notre ère, qui est intervenue au cœur de l'Irak. Bon, à l'époque, ça ne s'appelait pas l'Irak, mais si vous voulez, c'était donc au cœur de la Mésopotamie de l'époque, et qui, en fait, a été le point culminant qui a créé cette scission entre la branche chiite et la branche sunnite, de telle manière qu'elles restent ennemies aujourd'hui. 14 siècles après cette bataille, les sunnites et les chiites, et surtout les chiites, qui sont minoritaires, et l'Iran, qui est le porte-drapeau du monde chiite, avec 85% de chiites en Iran, et ça fait quand même du monde, puisque l'Iran, c'est un pays de plus de 83 millions d'habitants. Eh bien, ce sont eux, c'est l'Iran, qui garde et qui est le porte-drapeau de la revanche à prendre de cette défaite. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans cette bataille? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le gendre et le neveu aussi du prophète Mahomet, Ali, s'est fait déchiqueter, s'est fait battre par une association qui allait devenir celle des califes, des sunnites en fait, et donc s'est fait complètement écrasé militairement, il a été transpercé de flèches, et donc, si vous voulez, cette branche-là, cette descendance-là du prophète Mahomet a perdu la bataille de la Karbala en 680. Il est remarquable d'ailleurs, on va passer d'autres estampes, il est remarquable de noter que 14 siècles après, le monde chiite, qui est donc minoritaire et qui a été vaincu à cette époque, garde une mémoire assez surprenante. Nous, dans le monde juif, les Havdil, on a la mémoire de beaucoup de choses, on a la mémoire des 2 destructions du temple qui remontent encore plus loin, mais quand même, c'est rare de voir des civilisations perdurer aussi, ou des ensembles civilisationnels
ou religieux qui, dans le cadre de l'Iran chiite et du chiisme, garde la mémoire d'un événement qui s'est passé, donc une bataille en fait, un événement historique, une défaite, qui s'est passé en 680, c'est-à-dire il y a à peu près 14 siècles, un peu moins de 14 siècles, et qui détermine en fait beaucoup de choses. Je vais vous montrer justement, je l'ai trouvé dans différents sites et sur Internet, j'ai trouvé des documents. Ici, vous voyez, il y a une espèce de portrait de ce fameux cheval de Ali qu'on trouve étendu, qui a été donc tué pendant cet affrontement. Et il y a comme ça des dizaines, des centaines d'estampes qui montrent que, en fait, le schisme, le mouvement chiite, la branche chiite de l'islam, elle est née dans cette souffrance, dans cette défaite que tous les descendants du monde chiite se sont jurés de venger. Et ça a donné naissance, il faut savoir, à tout un mysticisme. Je vais pas rentrer dans des textes, mais pour ceux qui ont fait de la géopolitique, donc on ne fait pas une histoire de religion, mais il faut quand même savoir que ce qui anime le pouvoir chiite aujourd'hui en Iran et le clergé iranien, c'est cette adhésion à une vision mystique je dirais, de l'histoire, à savoir que dans des temps futurs, disait-il, eh bien, reviendrait le 12e imam, puisque depuis lui c'était le premier imam Ali, le 12e imam reviendra venger cette défaite de la Karbala et réinstaurer, si vous voulez, la suprématie du chiisme sur le monde musulman, et pas seulement sur le monde musulman, mais sur toute la région de la péninsule arabique, et aussi à l'échelle planétaire, puisqu'ils ont une vision que ce 12e imam eh bien, viendra redonner un sens à l'histoire. Et pour vous le montrer, et pour vous montrer que c'est quelque chose, c'est des images un peu dures d'ailleurs, je ne sais pas si c'est celle qui va venir. Oui, voilà, vous avez ici une image prise de haut qui aurait pu être prise à Beyrouth, à Téhéran, même en Inde où il y a des chiites et dans d'autres pays. C'est le jour anniversaire justement de la Karbala, de cette défaite qui est, si j'ose dire, fêtée chaque année en jour du souvenir, donc c'est quand même persistant, ça fait 14 siècles, et où les chiites les plus fervents, de Beyrouth en passant par quelquefois Damas et surtout Téhéran et d'autres capitales, enfin en tout cas d'autres villes où vivent des chiites, s'auto-flagellent avec des couteaux, avec des sabres comme on voit, ou avec des fouets munis de lames de rasoir pour se faire saigner. Et si vous voulez, nous, les Havdil, encore une fois, nous les Juifs, quand nous pensons à Tisha B'Av, nous mettons de la cendre sur le visage. Quelquefois, c'était une tradition, nous asseyons et nous lisons des textes, mais eux, vous voyez, je dirais, c'est un des visages aussi de l'islam, du Maktoub assez extrémiste qui, à l'occasion d'un souvenir historique, géopolitique, on peut dire, et pas seulement religieux, eh bien, on vient au sang. Et on se flagelle et on défile dans les rues. Et ces cortèges, vous avez dû les voir d'année en année sur les écrans de télévision, parce que c'est toujours très spectaculaire. Des milliers de personnes s'auto-flagellent en se jurant que cette défaite, eh bien, ils la vengeront le jour venu. Alors, on comprend d'ailleurs, je fais tout de suite un raccourci, que je concluais la semaine dernière en disant que la maîtrise par l'Iran de l'arme nucléaire n'était pas simplement un danger pour Israël et le monde occidental et pour, je dirais, le monde libre, mais était un danger en premier lieu pour le monde sunnite, parce que, on examinera ça peut-être en conclusion de ce parcours, c'est parce que si les Iraniens veulent maîtriser l'arme nucléaire, c'est pour s'en servir, et pas seulement, comme je l'ai dit la semaine dernière, pour faire de la géopolitique. Et on comprend, on va voir d'autres images encore plus pénibles, mais je trouvais que c'était un peu, c'est pas inutile de comprendre les soubassements religieux, et historiques et culturels d'un conflit comme celui-ci. Vous voyez ici, il y a des images encore plus violentes. On voit que des enfants en haut à gauche de 8 à 10 ans se donnent des coups de couteau. Bon, ils vont pas en mourir, mais on se fait saigner. Une mère sourit avec un immense poignard en faisant saigner le front de son gosse d'1 an, et on voit ce que les adultes transforment en véritable boucher. C'est si vous voulez, c'est véritablement un acte religieux qui en dit long. Alors,
Ce que je voudrais dire maintenant, on commentera à nouveau la carte tout à l'heure, c'est que on ne peut pas comprendre donc la virulence de l'Iran aujourd'hui sans faire référence à cette défaite, à cette bataille qui est fêtée comme un jour, j'allais dire, constitutif de l'identité chiite. Or, il faut savoir que ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, en Syrie, où le pouvoir d'Assad est extrêmement érodé, a fait appel au Hezbollah chiite, justement, qui est en fait le bras avancé de l'Iran, comme nous le disions, le Hezbollah libanais, qui est un des mouvements de la politique libanaise, mais qui est en fait le mouvement le plus déterminant, parce que c'est lui qui fait défait les coalitions à Beyrouth. En fait, cette milice fortement armée d'environ 25 à 30 000 hommes, à peu près un tiers, presque la moitié, sont intervenus depuis maintenant 3 ans et demi, aux côtés des gardes révolutionnaires iraniens ici en Syrie, vous voyez bien la Syrie au nord d'Israël, pour soutenir le régime Assad. Non pas que le régime Assad, c'est un régime alawite qui n'est pas théoriquement chiite, mais justement les Iraniens ont monnayé leur soutien à Assad depuis quelques années en échangeant, en demandant à ce que Assad laisse des imams chiites venir un peu travailler, faire de la religion chiite pour s'opposer aux sunnites en Syrie. C'est-à-dire que derrière aussi les côtés géopolitiques des choses, il y a toujours un aspect religieux dans la région et les chiites sont présents, pas seulement militairement au niveau du Hezbollah et aussi des gardes révolutionnaires iraniens qui ont sauvé en fait avec les Russes tout récemment, mais ensemble entre l'Iran, les gardes révolutionnaires iraniens donc et le Hezbollah, c'est souvent eux qui ont sauvé le régime Assad à plusieurs reprises. Et ils le font, encore une fois, les Iraniens le font pas seulement parce que la Syrie constitue pour eux j'allais dire, vous voyez la Syrie, je vais peut-être la montrer là avec ma carte. Attendez, ce n'est pas simplement parce que c'est un des pions ou un des puzzles si vous voulez, du Moyen-Orient, de leur alliance au Moyen-Orient, mais c'est parce qu'aussi il y a un enjeu religieux de transformer, d'essayer de rendre plus chiite un pays qui est à majorité sunnite, puisque la Syrie, il y a 65% environ de sunnites et le reste sont des ethnies, et les chiites sont très peu nombreux en Syrie, et donc il y a aussi une ambition religieuse. De toute manière, il faut savoir aussi que cette lutte entre sunnites et chiites est à ce point importante, et je l'avais signalé dans un article datant il y a 2 ans, c'est qu'une fondation qui est une sorte de, j'allais dire un groupe, un brainstorming très, très essentiel dans le monde sunnite, qui s'appelle la fondation Cordoba, basée à Londres, où se retrouvent des imams, des stratèges, des économistes et des penseurs de l'islam sunnite, a décrété il y a à peu près 2 ans, au vu de ce qui se passait dans le Moyen-Orient, que l'ennemi principal pour eux, le monde sunnite, n'était plus ni Israël ni les États-Unis, mais l'Iran chiite, et que donc en fait la guerre à outrance, la guerre à couteau tiré, c'est le cas de le dire, a commencé il y a quelques 2-3 ans, on peut dire, dans le sillage du début de la vague des printemps arabes, a commencé entre les sunnites et les chiites, surtout quand vous voyez une fondation aussi conservatrice, vu son nom d'ailleurs, Cordoba, on voit bien que c'est l'idée de dire qu'on reviendra un jour en Espagne, n'est-ce pas? Donc un islam sunnite combattant qui décrète que l'ennemi n'est plus Israël et les États-Unis, mais l'Iran. Ça veut tout dire. D'ailleurs, les derniers avatars de ce positionnement, tout le monde le connaît. Et sur la carte, je n'arrive pas, peut-être Yohann, tu me rappelles comment je montre les choses sur la carte. Voilà. Ici, on a l'Iran. J'arrive pas à le... Tu veux que je prenne les commandes? Non, je voudrais montrer l'Iran et le Yémen ici. Donc, quel est le stylet que je... Ah voilà, je crois que peut-être... Voilà. Ici, on a le Yémen, vous voyez, cet endroit que je suis en train de balayer. L'Iran se trouve là, le grand parallélépipède qui est au cœur du Moyen-Orient. On voit pas, Richard. On voit pas? Voilà. Non. Bon, alors,
peut-être comment je Là, c'est bon, là, on a vu, tu as souligné l'Iran. voilà. Donc voilà, ici Super. on a l'Iran. Tout le monde l'a vu. La Syrie, j'en parlais ici, avec le Liban qui est juste à côté, qui n'est qu'un annexe, on peut dire. En tout cas pour le Hezbollah, c'est le même, presque le même pays. Et pour l'Iran, l'Iran voudrait rétablir la grande Syrie d'une certaine manière. C'est pour ça qu'elle soutient Assad. Et puis nous avons ici le Yémen, où des événements très graves se sont passés depuis 2014, puisqu'il y a une minorité justement chiite qui s'appelle les Houthis, qui a été armée, préparée par les Iraniens, qui s'est soulevée contre le gouvernement yéménite, à tel point qu'ils ont marché sur la capitale Sanaa, chassé le président de son palais, et se sont approchés d'un endroit qu'on ne voit pas, qui est le port d'Aden, qui se trouve un peu plus à l'ouest ici de ma flèche, et qui est un port déterminant parce que c'est la clé, c'est la porte d'entrée dans la mer Rouge, et donc vers le canal de Suez, un endroit très stratégique, tout aussi stratégique que ici ce qu'on appelle le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire l'entrée, si vous voulez, de toute cette partie-là de la côte iranienne qui mène au Koweït et par laquelle transite d'ailleurs, il faut savoir, transite ici à peu près près de la moitié de tous les flux pétroliers quotidiens. Et donc ici au Yémen, c'était déterminant pour les Iraniens d'essayer d'annexer, on peut dire, le Yémen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et je crois que là, si vous voulez, on va revenir après à l'histoire, mais ça donne un peu le vertige, c'est que l'Arabie Saoudite, qui est cet immense pays qui est encore plus grand que l'Iran, en fait est partie en guerre quelques semaines après ce coup d'État de la minorité Houthi, est partie en guerre avec une coalition montée avec la Jordanie, autre pays sunnite qui est ici, l'Égypte et d'autres encore. Ils ont fait une coalition au niveau de leurs aviations, ils ont bombardé les positions Houthi pour empêcher l'Iran d'annexer en fait le Yémen. Et donc, si l'on voit maintenant ce que nous avons expliqué aussi la semaine dernière, mais je suis obligé d'y revenir, c'est que l'Iran avait commencé à prendre en tenaille depuis la révolution islamique le Moyen-Orient sunnite, d'une part au nord par l'axe, donc Téhéran, que je pointe ici, Bagdad, tout le monde comprend que depuis l'instauration, le retrait des Américains en 2003 et la mise sur pied d'un gouvernement en fait d'obédience chiite, c'est l'Iran qui mène le jeu en Irak. Et donc voilà, il y a un axe Téhéran, Bagdad, Damas, qu'on ne voit pas là sur la carte, et on pourrait dire aussi Beyrouth d'une certaine manière. Et donc ça, c'est l'axe nord de cette prise en tenaille de pays sunnites par l'Iran. Au sud, l'Iran y est allé, si vous voulez, de manière plus profonde, d'abord en essayant de soulever la majorité chiite qui se trouve dans la toute petite presqu'île qui n'est même pas décrite ici, mais que je pointe de ma flèche, c'est celle du Bahreïn, où en fait il y avait un gouvernement sunnite mais une majorité chiite au niveau de la population, et l'Iran a essayé, au moment où commençaient les printemps arabes, de secouer le cocotier, si j'ose dire, et ça n'a pas marché parce que les Saoudiens, alors là, ne sont pas allés de main morte. Ils n'ont pas envoyé leur aviation, c'était en 2012 ça. Ils ont envoyé carrément par mer des blindés, et ils ont pour appuyer le gouvernement sunnite, en fait minoritaire au niveau de la population, et qui reste en place. Donc il y a eu déjà une confrontation, il y a un risque de confrontation dans les Émirats arabes unis et aussi au Koweït, qu'on trouve ici, où il y a aussi une minorité chiite, et surtout au Yémen. Donc vous voyez, ça c'est la branche sud, j'allais dire, l'axe sud de cette tentative de prise en tenaille par l'Iran du monde sunnite. Et il faut savoir, et c'est pour ça que je vous ai montré des images religieuses, j'allais dire que les Iraniens, dont on disait tout à l'heure qu'il s'agit d'un peuple certes musulman, donc chiite, mais pas arabe, il y a une conscience historique et une culture de l'histoire et de cette revanche à prendre chez les Iraniens qui est phénoménale. Les photos que j'ai montrées, en fait, ce n'est le haut de l'iceberg, parce que cette cérémonie de la Karbala, en fait, est véritablement on pourrait dire pour eux, et encore une fois, les Avdil al-Fafdalot, comme on dit en hébreu, il ne faut pas mélanger les notions, mais c'est à la fois
le Yom HaShoah, le Yom Ha'atzmaut, leur Tisha B'Av, c'est tout à la fois ensemble, c'est-à-dire que c'est constitutif de leur identité. Et si c'est comme ça, on se rend compte quelle est l'ampleur de la revanche à prendre. Et donc, je le disais aussi, on ne voit pas sur cette carte, il y a aussi le Soudan, on se trouve ici en Afrique, où se trouvent des minorités chiites, qui ne sont pas si minoritaires que ça. Il y en a aussi dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, il y a eu une guérilla en 2000, toujours aujourd'hui, d'ailleurs dans le sud, ici au nord du Yémen, il y a des minorités chiites assez actives, et aussi au Qatar d'ailleurs. Et donc, comment dirais-je, ce qui se passe en Syrie, ce n'est, si vous voulez, que le concentré de tout ce qui se passe alentour. Et donc, je voudrais aussi signaler quelque chose d'intéressant. Là, on fait de la géopolitique un peu réaliste, historique, etc. Mais il faut savoir, et je l'ai expliqué dans une longue conférence que j'ai faite sur ce sujet à Marseille il y a je crois qu'il y a 2 ans, il faut savoir, et je fais une parenthèse ici, mais qui est quand même intéressante, et je signale ça en passant peut-être aux érudits parmi vous de l'étude juive, que cette émergence de l'islam radical, donc chiite, cette minorité oubliée de l'histoire, j'allais dire, puisque bon, même s'il y a quand même 15 à 18% de chiites dans le monde, ça fait quand même beaucoup de monde, mais si vous voulez, c'est la branche minoritaire de l'islam. Eh bien, les maîtres d'Israël, de la tradition, j'allais dire, du Sod, la tradition des secrets, et notamment de la Kabbalah d'Israël, ont prévu, on décrit, non pas prévu, on décrit dans différents textes la réémergence dans un temps qui est expliqué comme Ketzayamim, non pas la fin des jours, parce que dans le judaïsme, il n'y a pas d'apocalypse de la fin des temps, il y a simplement la fin de l'exil, donc une autre époque de l'histoire de l'humanité. Eh bien, nos maîtres, par le passé, ont prévu, et je vais dire lesquels d'ailleurs, à propos de quel texte, ont prévu, ont su par Ruach HaKodesh, par connaissance spirituelle élevée, ont su qu'il y aurait un moment, un schisme dans l'islam, et qu'au fur et à mesure qu'Israël reviendrait sur sa terre et qu'on approcherait de la délivrance, eh bien, nos maîtres ont prévu que la branche de l'islam minoritaire par rapport aux sunnites, c'est-à-dire les chiites, prendrait le dessus. Alors, dans quel texte on trouve ça? Eh bien, dans les commentaires, notamment du Rashbag, du Metsudat David et de Ibn Ben Ezra, en même temps que le Baal HaTurim d'ailleurs, qui est plus connu, dans les commentaires de la prophétie de Daniel, sur cette fameuse prophétie qu'il décrit où il voit 4 monstres sortir de l'eau. Il y a 2 prophéties de Daniel. Il y a la prophétie qui est analysée par la Maharal de Prague dans son livre sur Ner Mitzvot, où il montre les 4 monstres sont les 4 empires. Les 4 empires, c'est-à-dire qui vont dominer le monde au travers de l'histoire, c'est-à-dire donc d'abord, on met l'Égypte de côté parce que l'Égypte c'est un prototype. Les 4 empires, vous les connaissez, ce sont d'abord la Babylonie, Babel, la Perse, la Grèce et Édom. Et alors nos maîtres, ça c'est la prophétie de Daniel la plus connue. Il y a un deuxième, j'ai pas les références précises, c'est la deuxième partie de la prophétie de Daniel. Il revoit à nouveau des monstres sortir de l'eau, et là, dans les commentaires que font les 4 maîtres dans le Zohar, ou en tout cas le Rashbag, le Metsudat David, Ibn Ben Ezra, il y a explicitement cité une description de cette fameuse bête, la dernière bête monstrueuse, qui est en fait l'empire d'Édom, c'est-à-dire, on peut dire, la domination de l'Occident sur l'histoire, où tout d'un coup, disent ces maîtres, il va y avoir en fait l'émergence, un retour en force de l'islam. Et alors la bête qui est décrite par Daniel, je vais faire une étude de texte maintenant, mais c'est intéressant, il décrit que cette bête a de nombreuses cornes sur sa tête, dont une grande corne et une petite corne. Et ce qui est intéressant, bon, on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce que signifient ces termes? Eh bien, c'est que dans le cadre si vous voulez, du retour d'Israël sur sa terre,
du retour de l'histoire d'une certaine manière, il y aura donc une réémergence d'un 5e empire qui est compris en fait dans l'empire d'Édom, dans la suprématie de l'Occident. Il y aura un réveil de l'islam et il y aura un islam à grande corne, en fait tout le monde comprend que c'est le monde sunnite, et un islam à la petite corne qui est donc minoritaire, dont on nous dit qu'elle est petite mais qu'elle est extrêmement virulente. Je crois que c'est le Rajbag qui dit qu'elle est encore plus insolente, c'est le mot qu'il emploie, insolente et excessive, et c'est elle qui va en fait mener la danse, c'est-à-dire qu'elle va vouloir prendre la suprématie sur la grande corne, à savoir les sunnites, et c'est elle qui mènera la danse. Et quand même, je ferme maintenant la parenthèse, c'est intéressant de voir que dans la tradition juive, la plus profonde, celle qui, si vous voulez, on appelle ça ésotérique, mais en fait, c'est les secrets, les fondamentaux de la lecture de l'histoire juive par les maîtres d'Israël, ce qui quand même est extraordinaire, c'est là où la géopolitique d'aujourd'hui rencontre la tradition juive la plus profonde. Eh bien, c'est que dans les commentaires faits il y a des siècles et des siècles, eh bien, nos maîtres ont prévu qu'il y avait, il y avoir un schisme dans l'islam, qui avait sans doute déjà eu lieu, mais qui allait prendre toute sa virulence dans les temps de la fin de l'exil, dans les temps du retour d'Israël sur sa terre, fin de la parenthèse. Alors, si vous voulez, on va arriver maintenant un petit peu à la conclusion de cette première partie, c'est-à-dire que, comme on va le voir ici, on a une autre carte. On voit plus nettement, si vous voulez, ce fameux endroit Aden, vous voyez, qui est la porte de toute la mer Rouge. Et donc, enfin, l'Iran a vraiment pris en tenaille le Moyen-Orient, et c'est elle, avec cette conscience historique, cette conscience religieuse, qui mène la danse. Et c'est pourquoi nous disions la semaine dernière combien était grave la capitulation qui s'était effectuée le 14 juillet dernier des grandes puissances par rapport à l'Iran, qui ont autorisé en fait, qui ont consenti à ce que l'Iran dispose d'assez d'uranium pour faire, quand elle le voudra, plus ou moins une arme nucléaire. Je ne vais pas revenir sur la conférence de la semaine dernière, mais on comprend que ce qui s'est passé le 14 juillet dernier, c'est véritablement une capitulation pour toutes sortes de raisons. Mais ce qui nous intéresse cette fois-ci, c'est que, en fait, et nous le disions aussi la semaine dernière, l'Occident, pour différentes raisons, et les États-Unis en particulier, ont donné la préséance au monde chiite pour mener la danse. Et on est en fait au tout début d'une ère de bouleversement, alors qu'on en a déjà vu pas mal depuis 5 ans. La plupart des experts du Moyen-Orient, aussi bien israéliens qu'internationaux, expliquent que cette instabilité, essentiellement due au conflit entre sunnites et chiites, elle va durer au moins encore une décennie, si ce n'est plus. Et on est donc, comme je le disais tout à l'heure, au début d'un long cycle de bouleversement. Alors, on comprend, et ça c'est une première conclusion, que la bombe atomique dans la main des Iraniens, quand on connaît cette culture historique, ce fanatisme religieux, mais qui est en fait une croyance, les élites qui président aujourd'hui aux destinées de ce pays de 85 millions d'habitants, qui s'appelle l'Iran, en fait, ce sont des élites fanatiques intégristes, non pas parce qu'elles croient, chacun a le droit d'avoir ses croyances, mais parce qu'elles considèrent que, si vous voulez, il faut se donner les moyens de sa politique, et que l'histoire va leur permettre de prendre une vengeance. Alors on comprend dans ce contexte que une arme atomique avec des missiles dans les mains de gens qui pensent pareillement, et quand on étudie un peu les textes mystiques ou ésotériques, si vous préférez, du schisme, on s'aperçoit que justement ils croient fermement au retour du 12e imam. D'ailleurs, le président Ahmadinejad, enfin l'ex-président, aujourd'hui il y a quelqu'un qui a l'air plus souriant qui s'appelle Hassan Rouhani, qui porte bien son nom pour les photos qui charment l'Occident, comme je le disais la semaine dernière. Mais en tout cas, Ahmadinejad, lui, qui était avant le maire de Téhéran, qui était président pendant 7 ans en Iran, et on disait dont le nom portait à la fois le nom de Jihad et le nom d'Aman, Ahmadinejad, eh bien, s'était présenté, parce il fait partie de cette élite du clergé iranien qui croit dur comme fer à tout ce que je dis, il s'était présenté comme le héros, c'est-à-dire l'annonciateur, pas le héros, le gibor, mais l'annonciateur de la venue du 12e imam,
un peu comme les Avdil Alpha Avdalot, nous avons le Machiar, disons, qui est à la fois une époque et pas seulement un homme, qui s'annonce par Élie le prophète, et bien lui, parce que tout ça, c'est pas étonnant, toutes les religions monothéistes, entre guillemets, ont volé, si vous voulez, les concepts théologiques au judaïsme. Le christianisme a volé toutes sortes de concepts au judaïsme, et bien sûr, l'islam a fait de même, a tout détourné, et la branche chiite de l'islam, elle aussi, elle a pris, si vous voulez, le thème du libérateur avec son annonciateur. Et Ahmadinejad, c'est ni plus ni moins présenté comme l'annonciateur du 12e imam, c'est-à-dire que, si vous comprenez, quand des gens raisonnent dans ces catégories et peuvent appuyer sur des boutons, il y a lieu d'être inquiet. J'ai expliqué la semaine dernière en quoi, comment dirais-je, Shimon Peres avait raison pour une fois, j'allais dire, il y a 20 ans, quand il avait dit que c'était très dangereux qu'un pays totalitaire inspiré par un tel fanatisme religieux puisse disposer d'armes de destruction massive. Et donc, si vous voulez, d'autre part et surtout, il y a un autre élément qui est très inquiétant. Vous voyez qu'on conclut un peu le cycle, après on va débattre parce que ça fait déjà 35 minutes, je vais encore m'accorder quelques minutes avant de peut-être débattre avec vous. Pourquoi c'est extrêmement dangereux d'avoir toléré ce que les grandes puissances ont toléré le 14 juillet dernier en autorisant toutes sortes de facilités pour l'Iran, en lui permettant en fait même si on a gelé d'une certaine manière une partie de son programme nucléaire, j'avais expliqué pour ceux qui n'étaient pas là, et je crois qu'il faudrait même le dire, que l'Iran disposait à peu près de presque 21 000 centrifugeuses. Or, l'accord du 14 juillet dernier si vous voulez, a gelé environ 14 000 centrifugeuses et on a laissé en activité 6 500. Alors vous me direz, c'est bien, c'est au moins les 2/3. Seulement, il faut savoir, parce qu'on parle de choses qu'il faut aller jusqu'au bout, si vous voulez, il faut savoir que le Pakistan, qui est une puissance nucléaire, islamiste, mais d'une autre nature au niveau de son pouvoir, le Pakistan a pu fabriquer toutes ces armes atomiques avec simplement 300 centrifugeuses. Or, le fait d'avoir toléré que l'Iran n'en ait que 6 500, et en plus sans savoir exactement ce qu'ils ont fait jusque-là avec toute une partie de leur uranium enrichi, montre bien que, si vous voulez, on a fait vraiment une farce le 14 juillet, et que, comme l'a dit un article d'ailleurs paru dans le Washington Post il y a quelques jours, Obama a roulé l'opinion publique américaine et l'opinion publique internationale sur cet accord. Bon, les Russes et les Chinois qui l'ont signé avaient leurs bonnes raisons, les Français et les Européens des raisons qui ressemblent à un compte en banque, et donc, si vous voulez, donc chacun avait ses bonnes raisons d'aller à Canossa, ou d'aller à Munich plutôt. Et si vous voulez, le fait est que de toute manière, le résultat des courses, c'est que l'Iran a les mains libres pour faire ce qu'il veut. Et je conclurai, et on a un petit peu ce soir, avec l'écho que j'ai essayé de donner au niveau, si vous voulez, religieux, au niveau historique, on a peut-être, ça donne un peu le vertige, parce que le but de l'Iran, et c'est ce que j'ai essayé de vous dire là en concluant, c'est que le but de l'Iran n'est pas simplement d'assumer une sorte, comme je le montrais avec la carte tout à l'heure, une suprématie en déstabilisant les grands pays sunnites. Ils ont réussi ça en Irak, ils sont en train de le faire en Syrie, en essayant de maintenir Assad, qui n'est qu'un épouvantail en fait, mais qui est un homme de paille de l'Iran, en essayant de le faire donc aussi au Yémen et ailleurs. C'est qu'en fait, c'est pas simplement une volonté de vouloir dominer la région au niveau géopolitique, géostratégique pour placer leurs billes. C'est beaucoup plus que ça. C'est que les Iraniens ont un plan historique. Ils ont un plan de revanche. Ils veulent, en fait, leur but, puisque la Karbala, vous voyez, elle s'est déroulée ici, à peu près, cette bataille ici, à partir du moment où Mahomet avait fait tout un parcours depuis disons, le nord du Yémen, dans toute la péninsule saoudienne, jusqu'en Irak, et le chiisme est né au cœur de l'Irak. Le but des Iraniens, c'est de prendre leur revanche, c'est-à-dire de réaffirmer leur suprématie, et si vous voulez, la maîtrise de l'arme nucléaire
mais pas comme on a vu ça au moment de la guerre froide entre le face-à-face entre le bloc de l'Est et de l'Ouest, entre le monde occidental et le monde soviétique pendant près de 44 ans, de 45 à 89, la chute du mur de Berlin, et en 90, la chute de l'URSS, 91. Ce n'était pas simplement un moyen pour faire du bras de fer diplomatique et pour, si vous voulez, faire ce qu'on appelait l'équilibre de la terreur. L'Iran veut avoir la maîtrise nucléaire pour pouvoir, si vous voulez, redessiner la carte du Moyen-Orient, pas simplement affirmer sa volonté hégémonique, qui est une volonté de puissance, la volonté au retour à l'ancien empire perse, des rêves de grandeur, mais aussi et surtout parce qu'elle est inspirée par cette croyance religieuse. D'ailleurs, quand on lit certains textes intéressants, c'est que le retour du 12e imam se passe dans une situation d'apocalypse régionale et mondiale, où la vérité s'impose grâce justement à ce dévoilement du 12e imam, et aussi dans un monde qui est un monde de guerre, un monde de bouleversement. Et donc, je voudrais aussi vous rappeler que au début du printemps arabe, les réactions de Téhéran, quand ils ont vu le soulèvement dans les pays sunnites, en fait, en Égypte, en Libye, qu'on voit juste le Libya, parce que c'est écrit en anglais, la Libye est ici, l'Égypte est ici, bon, plus à l'ouest, on a la Tunisie. Au tout début des printemps arabes, le gouvernement de Téhéran a salué ces soulèvements en disant que c'était un réveil islamique béni par Allah. Pourquoi? Parce que ils estimaient que ça allait déstabiliser les pays sunnites et que ça allait donner, si vous voulez, plus de marge de manœuvre à leurs interventions, et c'est ce qu'ils ne sont pas privés de faire d'ailleurs. Seulement, comment dire, comme il s'agit de pays sunnites, même si ce sont des luttes intersunnites entre différentes factions, pour mémoire, je veux dire qu'en Syrie, vous avez contre le gouvernement Assad, aidé par le Hezbollah et l'Iran, vous avez une guérilla, une rébellion sunnite, puisque ça représente les 2/3 de la population, mais où il y a 4 camps dans le camp sunnite. Vous avez les fidèles de Al-Qaïda qui s'appellent Al-Nosra, un groupe militaire. Vous avez évidemment l'État islamique, Daesh, qui est sans doute le plus important. Vous avez l'opposition démocratique sunnite, qui n'est pas islamique, et vous avez un 4e camp fait de tas de groupuscules, et tous ces gens-là, quand ils ne se battent pas contre Assad et le Hezbollah, appuyés par les Iraniens, ils se battent entre eux. C'est-à-dire que les conflits vous avez un conflit chiite-sunnite dont j'ai parlé, mais aussi sur chaque théâtre d'opération, je n'ai pas le temps de développer, partout où il y a de la déstabilisation, vous avez des factions sunnites qui se combattent entre elles. Chose qu'on avait déjà vue depuis plus d'un siècle dans cette région, c'est qu'il y a beaucoup de mal, même au niveau du monde sunnite, à affirmer une seule direction et si vous voulez, à s'unifier. Alors, bon, il y a les salafistes aussi, par exemple à Gaza, qui sont comment dirais-je, une faction de ce qu'on appelle le djihad mondial, etc. Et donc, toutes ces luttes intersunnites qui sont quand même assez déstabilisantes n'empêchent pas que le monde de chiites reste encore minoritaire, mais justement, les Iraniens sont inspirés d'une force et d'une volonté minoritaire, d'un islam minoritaire qui veut devenir majoritaire, qui veut s'imposer par la force. Et je vous délivrerai une dernière analyse avant de vous laisser poser des questions, une analyse encore plus inquiétante, qui est cette fois-ci sociologique et qui n'est pas ni géopolitique et encore moins religieuse. J'avais fait une conférence sur l'Iran il y a quelques années au centre communautaire de Paris, rue Lafayette, et celui qui avait introduit cette conférence était l'un de mes amis à Paris, Gérard Rabinovitch, qui venait d'écrire un livre qui s'intitule de la destructivité, qui s'intitulait de la destructivité humaine. Et Gérard Rabinovitch a présenté et conclu mon intervention en disant que selon lui, et c'était déjà, on parle d'il y a 6 ou 7 ans cette conférence, selon lui, il était très dangereux que l'Iran puisse un jour avoir l'arme nucléaire, non pas pour toutes les raisons que je viens de dire, qui se sont trouvées vérifiées sur ces cartes et dans l'histoire toute récente, mais en fonction d'une analyse sociologique que lui, il a faite sur tous les pouvoirs mafieux, tous les pouvoirs violents dans l'histoire,
aussi, qui est évidemment une autre échelle, un pays bricolé sur la planète, bien après, donc Rwanda, on imagine, c'est un autre continent, c'est un autre temps, et bien il y a des analogies, à savoir que quand ces couches-là de petite bourgeoisie, de petite paysannerie accèdent au pouvoir, eh bien ils sont fascinés par la technologie, et ils utilisent la technologie comme l'ont fait d'ailleurs les nazis contre le peuple juif en industrialisant la mort. Au Rwanda, c'était pas l'industrie de la mort, c'était la radio des Trois Collines qui a permis de massacrer, de poursuivre, grâce à une radio crochet, de poursuivre, de couper en morceaux femmes, enfants et vieillards des Tutsis. Et si vous voulez, me disait, a conclu Gérard Rabinovitch ce jour-là, dans une dimension qui n'était pas celle à laquelle j'avais pensé, mais que je vous délivre aussi, une autre raison de plus de se méfier de l'Iran, c'est que quand ces couches-là accèdent au pouvoir, en fait, ils ont des armes, ils ont une technologie pour s'en servir, pas pour simplement faire peur et faire de la géopolitique et satisfaire des rêves hégémoniques fantasmagoriques. C'est pour s'en servir. Et quand on voyait les photos d'Ahmadinejad, quand il visitait des centrales nucléaires avec une blouse blanche, il avait l'air ébloui, non pas par le 12e imam seulement, mais par le fait que ces centrifugeuses qui fabriquaient de l'uranium et qui lui donneraient accès à la bombe atomique, c'est ça qui permettrait au 12e imam de venir. Et si vous voulez, c'est fort inquiétant parce que il y a, là, comme on dit en hébreu, un chilouv, une synergie entre des éléments historiques, religieux, géopolitiques et sociologiques. C'est-à-dire que la sociologie, il y a son mot à dire, c'est qu'il y a des réflexes dans certains types de leadership, dans une couche du leadership, pour dire et penser que la technologie avancée, la destruction, les moyens de destruction, c'est fait pour s'en servir. C'est pas seulement fait pour de la diplomatie. Et c'est autant de raisons qui ont bien lieu de nous rendre inquiets, c'est-à-dire que comme je l'avais dit en conclusion la semaine dernière, de toute manière Israël, si vous avez des questions, je pourrais répondre, je ne vais pas prolonger maintenant, mais Israël a les moyens de se prémunir contre ces dangers, mais on est dans un goulot d'étranglement qui n'est pas facile, et justement, je voudrais juste dire que justement, si j'ai cité tout à l'heure le Zohar et les commentateurs du Zohar, c'est parce que on sait qu'il y a une sagesse juive, ce que j'appelle moi la science politique hébraïque, qui permet de décrypter, d'expliquer l'histoire et donc de se prémunir contre ces choses trappes et contre tous les dangers de l'histoire. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Entre autres, vous pourrez s'interroger qu'est-ce que doit faire Israël. Je vous laisse me poser des questions sur le contenu de la conférence. Oui, Richard. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, vous parlez très clairement du conflit sunnite et chiite. Qu'est-ce que vient faire historiquement la dimension agressive de l'Iran vis-à-vis d'Israël? Et comment, et c'est un peu le double volet, mais comment en est arrivé l'Iran à soutenir les sunnites, puisque les Palestiniens ne sont pas chiites, enfin les Palestiniens, au moins ce qu'ils appellent les Palestiniens. Tout à fait. Comment l'Iran a-t-elle pris pied pour pouvoir soutenir leurs ennemis héréditaires contre Israël, et pourquoi? Très bonne question. Très bonne question. Vous savez, lorsque je parle de l'Iran, je fais toujours la comparaison avec, on peut dire que l'Iran est au monde chiite ce qu'était l'URSS au monde socialiste à l'époque. Et vous savez pourquoi je dis ça? C'est que chez Staline et dans le stalinisme, l'URSS dans le marxisme, il y a ce qu'on appelle la contradiction principale et la contradiction secondaire. C'est-à-dire qu'on peut appuyer des forces qui sont les ennemis, qui sont des ennemis au niveau religieux, comme par exemple les Palestiniens de Gaza, qui ont été soutenus, qui sont toujours soutenus par l'Iran de manière forcenée alors qu'il s'agit de sunnites, et alors ils les soutiennent contre Israël. Pourquoi? Et pourquoi et comment résoudre? Alors justement, la comparaison est celle-ci, c'est que de la même manière, si vous voulez, il y a une pensée dialectique chez les Iraniens, comme chez les marxistes à l'époque, qui consiste à dire
nous avons comme ennemi principal le monde sunnite, l'Arabie Saoudite et tout ce qu'il y a autour, dont j'ai parlé, mais il est possible, pour arriver à nos fins, comme aussi on a, comme si vous voulez, chez eux, le grand Satan, ils ne disent pas tel quel, parce que ce sont des musulmans. Mais le grand Satan pour les Iraniens, c'est les États-Unis. Le petit Satan, c'est Israël. Mais le super Satan dont ils ne parlent pas parce que c'est du non-dit et en fait tous leurs actes sont fondés là-dessus, c'est effectivement le monde sunnite et l'Arabie Saoudite. Alors, il y a tout un jeu de contradictions qui fait que si à un certain moment, le fait de soutenir le Hamas, qui est pourtant un groupe sunnite, va déstabiliser Israël, va leur permettre de, si vous voulez, d'être une épée de Damoclès au sud d'Israël, alors que le Hezbollah est une autre épée de Damoclès au nord d'Israël, et donc va permettre de torturer le petit Satan. C'est toujours bon à prendre, même si on sait que de toute manière il s'agit de gens, le Hamas, ce sont des frères musulmans, c'est-à-dire on est au cœur du monde sunnite. Mais ça fait partie des contradictions. De toute manière, si vous voulez, les Iraniens, depuis justement que le gouvernement de Morsi en Égypte a été renversé par l'armée et qu'il y a des problèmes d'ailleurs entre le Hamas de Gaza et l'Égypte du général Sisi depuis 2013, les Iraniens ont légèrement enlevé leurs billes de Gaza. Ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent plus le Hamas, mais il y a quand même un fait très important qui montre que, vous voyez, ils ont des marchavashnia, des pensées secondaires et tertiaires, c'est des contradictions premières et secondaires. C'est quoi? C'est qu'il y a à peu près 4 mois, je publiais des analyses là-dessus, c'est que les Iraniens ont créé, pour vous dire, jusque-là, ils soutenaient que le Hamas, en fonction de ce schéma que je viens de développer. Mais là, depuis 3 mois, ils ont créé la branche gazéenne, ou gazaouite, je ne sais pas comment on dit en français, en principe c'est gazaouite, la branche gazaouite du Hezbollah à Gaza. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Iraniens maintenant considèrent qu'ils ont fait le plein de ce qu'ils ont pu faire avec le Hamas, que comme le Hamas est en perte de vitesse et qu'il y a des groupes extrémistes qui dépassent au niveau du radicalisme le Hamas, que ce soit les salafistes, que ce soit l'État islamique ou d'autres, ou les djihadistes mondiaux, et bien aujourd'hui, parce que le monde sunnite se radicalise et s'éparpille, en quelque sorte, le Hamas ne tient plus très bien la situation en main, bien les Iraniens ont décidé de lancer leur propre force, c'est-à-dire de lancer la branche à Gaza du Hezbollah. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous voyez, on est dans des stratégies extrêmement fines, extrêmement complexes, qui montrent que justement ils ont soutenu les sunnites un moment parce que ça pouvait les servir, et que maintenant on est dans une autre phase. D'autres questions? Ouais, Youssef, c'est à vous. Youssef? Oui. Ouais, on vous entend. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé du printemps arabe, mais à l'origine, il semblerait que les printemps arabes aient été déclenchés par l'Occident, entre autres les Américains en tête, parce qu'on se rend compte que lorsque ces pays étaient sous dictature, il n'y avait pas cette action aussi violente et virulente qu'il y a en ce moment entre les chiites et les sunnites. Ça, c'est ma première remarque. Et la deuxième remarque par rapport à ce conflit interreligieux musulman, qu'en est-il de toute la partie qui va de la Libye au Maroc? Parce que là, on ne sait pas trop comment ça se situe non plus dans ce contexte. Je vais vous répondre tout de suite sur la deuxième question, parce que dans le Maghreb et le Mashrek, je ne sais pas si on peut avoir à nouveau la carte du monde chiite là qui était possible. Voilà, on y est passé un peu vite. Ici, vous voyez la carte. Bon, on parle du Moyen-Orient. Alors le Maghreb et le Mashrek, c'est évidemment à l'ouest assez excentré, mais il y a beaucoup moins le chiisme, l'islam chiite est beaucoup moins présent dans le Moyen-Orient, dans l'Afrique du Nord, si vous voulez,
dans le Maghreb et le Machrek, il y a peut-être des minorités, mais qui sont vraiment très peu, des petits pourcentages, des poussières de pourcentage de chiites en Afrique du Nord. Donc c'est pourquoi ça joue beaucoup moins. Et là, on a affaire, au contraire, à des conflits intersunnites, à la fois idéologiques, religieux et géopolitiques. Maintenant, en ce qui concerne votre première remarque, j'ai déjà expliqué lors de mes interventions que comment dirais-je, le terme de printemps arabe, qui était en fait le terme utilisé par la presse occidentale et par certains intellectuels qui ont plaqué leur compréhension occidentale sur ce qui se passait au Moyen-Orient, était complètement à côté de la plaque. Tout simplement parce qu'on a bien vu au bout de quelques mois que c'était pas ni Internet, ni YouTube, ni les étudiants, les quelques couches moyennes qu'il y a dans ces pays-là qui menaient la danse, mais c'était la mosquée, c'était le vendredi qu'avaient lieu les grandes manifestations. Et en fait, c'est vrai que les États-Unis ont joué un grand rôle dans la promotion des frères musulmans en Égypte, et que ce sont les frères musulmans, et c'est la mosquée qui a déstabilisé Sadat, comment dirais-je, Moubarak en quelques semaines. Et en fait, Moubarak a été renvoyé du pouvoir par la mosquée, par la vague islamique. Sans doute téléguidé, pas téléguidé, en tout cas, oui, auprès de Obama, il y avait un brainstorming qui avait conclu qu'il fallait s'appuyer sur l'islam, justement, sunnite, pour mettre fin aux dictatures. Vous savez, on a expliqué aussi que l'une des notions qui expliquait, qui pouvait décrypter ce qu'on appelait donc les bouleversements, j'aime pas dire les printemps arabes parce que c'est un terme approprié, mais on est obligé de dire ça pour arriver dans le sujet, mais tous ces bouleversements en fait sont, d'après André Glucksmann et d'autres sociologues, géopolitologues, c'est la dernière, je dirais, vague de fond, la dernière, comment dirais-je, dernière tremblement de terre de la fin de la guerre froide. Il a fallu 25 ans depuis la chute du mur de Berlin pour que le Moyen-Orient connaisse ce séisme. C'est la dernière onde de choc de la guerre froide qui est arrivée avec du retard dans cette région, et c'est ça qui a provoqué, si vous voulez, le réchauffement des conflits ethniques, où l'entourage d'Obama, qui s'est complètement planté, et c'est pas la première fois, a cru que en soutenant les frères musulmans, ils allaient pouvoir créer un schéma sur le mode du renversement de Moubarak, un schéma qui pourrait valoir dans les autres pays arabes. Seulement, comme ce schéma n'a pas marché en Égypte, et que l'Égypte s'est retrouvée sur ses quatre fers, malgré tout, parce que c'est un vieux pays stable, avec une histoire institutionnelle et avec un certain intérêt, une certaine nation qui a un intérêt national. J'avais cité cette phrase dans ma première intervention de Golda Meir, qui avait dit qu'au Moyen-Orient, elle avait dit ça en 1973, au Moyen-Orient, il n'y a que deux vrais États, l'Égypte et Israël, et tout le reste, avait-elle dit, ce sont des tribus qui hissent des drapeaux. Et donc, cette définition qui est quand même intéressante montre bien que l'Occident s'est complètement planté. Obama a soutenu le monde sunnite en pensant que ça allait être, si vous voulez, la recette d'une page à tourner au Moyen-Orient. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que c'est un imbroglio incroyable aujourd'hui. C'est que après le coup militaire et les manifestations qui ont renversé Morsi, le président des Frères musulmans, en juin 2013, eh bien les États-Unis, en quelques semaines, ont fait un virement à 180 degrés. Je vous montrerai j'allais dire, le côté très opportuniste de l'administration Obama, et ont soutenu, tout d'un coup, ont misé sur l'Iran et Téhéran, malgré son côté extrémiste, malgré tout ce qu'on vient de dire, parce qu'ils ont vu dans le régime chiite installé à Téhéran un moyen, si vous voulez, d'être le nouveau schéma de stabilisation de la région, avec des risques et des périls, mais en passant une alliance historique, ce que j'ai expliqué la semaine dernière, une alliance historique avec la capitale du schisme mondial, c'est-à-dire avec l'Iran. Il y a une alliance historique, Washington-Téhéran, qui a émergé de ce renversement de tendance et qui a expliqué justement que un an après, en 2015, le 14 juillet 2015, on a allumé les lampions de la capitulation totale devant l'Iran parce que les États-Unis avaient décidé de faire de l'Iran leur successeur pour mener la danse au Moyen-Orient. Et pour des tas de raisons, je ne vais pas refaire la conférence de la semaine dernière, les États-Unis, avec leurs bonnes raisons de se retirer du Moyen-Orient,
pour des raisons à la fois énergétiques et aussi de fascination, et c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est qu'il y a toujours eu une fascination de l'islam auprès des Occidentaux, que ce soit des Européens et aujourd'hui des Américains, mais en plus, les Iraniens, nous le disions la semaine dernière, fascinent d'autant plus les Américains et les Européens qu'ils sont à la fois des musulmans, des orientaux, puisqu'ils sont enracinés au cœur du Moyen-Orient, mais aussi des gens de haute culture, d'une certaine manière, qui ont une acuité intellectuelle et une brillance, j'allais dire, qui séduit. Et ça joue aussi beaucoup dans les rapports de force, et ça doit d'autant plus nous inquiéter. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Autrement, on aura la semaine prochaine une autre intervention qui va reparler sans doute de sujets plus proches d'Israël. Bon, ce que on n'a pas vu, c'est qu'est-ce que peut faire Israël dans ce contexte, mais je crois que tout le monde comprend. D'abord, il faut bien analyser les choses. Et c'est vrai qu'on est seul face à ce danger iranien pour l'instant, mais c'est pas pour autant qu'on n'arrivera pas à le contenir. Il y a des fois à la fois des moyens militaires, des moyens cybernétiques et des moyens d'un autre ordre aussi. Et Israël en a vu d'autres et en verra d'autres. Je voudrais juste conclure. Je me souviens, je raconte quelquefois cette anecdote qui est assez extraordinaire. Pendant la Seconde Guerre du Liban, alors que justement le Hezbollah chiite, aux ordres de Téhéran, bombardait le tiers du territoire israélien, c'est-à-dire 1,5 million, enfin un peu moins du tiers, le nord du pays, on a subi un assaut d'à peu près 600 tirs de roquettes du Hezbollah, vous vous rappelez, en août 2006, juillet-août 2006, et un journaliste d'une des chaînes de télévision israélienne, parce que ça c'est le travers du métier, la recherche du sensationnel, a été posté avec son 4x4, avec ses caméras, dans un des villages près du Carmel, où il était probable qu'une roquette s'abatte. Effectivement, il a eu la chance, entre guillemets, de pouvoir filmer presque en direct un tir de roquette, et il a même filmé une maison, une maison qui avait reçu une roquette, qui fumait sous les cendres, si j'ose dire, et de cette maison, sous les yeux de sa caméra, sort une maman avec 4 enfants qui s'étaient réfugiés dans la pièce sécurisée, qui n'étaient même pas blessés, Dieu merci. Et il filme cette femme qui sort avec ses 4 gosses, un peu, certainement beaucoup hébétée, et il lui pose la question, elle était très contente, il avait un super scoop, et il lui pose la question, mais qu'est-ce que tu peux nous dire, vous voyez, le Tintin reporter devant son scoop, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu viens de vivre? Alors elle dit, écoutez, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est en fait 2 choses. D'abord, je remercie Hachem d'être encore vivante avec mes 4 enfants, parce que quand on a subi un tir de roquette et qu'on ressort vivant, c'est pas évident. Et deuxième chose, je voudrais vous dire que, et alors là, ça a sidéré les gens, et ça c'est l'état d'esprit d'un peuple qui, dans l'affrontement, qui est notre peuple, qui est un peuple qui sait se tenir debout et qui sait être fort. Elle lui a dit, cette phrase qu'on dit souvent le soir de Pessah d'ailleurs, elle dit Avarnu Gvar et Paro, on a pu surmonter le pharaon égyptien, et elle continue, elle dit alors franchement, le Hezbollah, Nasrallah, à l'époque c'était Ahmadinejad et tous ces gens-là qui nous envoient des fusées, c'est même pas le centième du pharaon, et eux aussi on les surmontera sans aucun problème, et c'était une leçon de force considérable qui doit être, je crois, longuement méditée. Merci beaucoup, Richard. À bientôt, à la semaine prochaine. Okay. Toda Rabba, Richard. Merci à vous tous. Donc, si Dieu veut, la semaine prochaine, j'annonce déjà le titre du cours, puisqu'il est noté sur le site. Donc, vous allez sur le site. Et donc, c'est la confrontation Israël, Ishmaël et Esav dans la Bible hébraïque et dans le Moyen-Orient actuel. On a commencé un tout petit peu, Richard a parlé un petit peu du Zohar, a parlé un petit peu de ça, mais je pense que donc la semaine prochaine, ce sera une étude un aller-retour permanent entre la géopolitique d'aujourd'hui et les textes qui sont surtout d'ailleurs des textes du Chumash, parce qu'ils sont très explicites avec leurs commentaires. Donc là, on sera dans une étude, j'allais dire, de Tanakh et de géopolitique parallèle et complémentaire. Super, donc ça c'est pour la semaine prochaine. Si vous avez apprécié, parlez-en autour de vous, faites-le savoir. On a Baruch Hashem, on a tous les soirs, on a des cours, on a des conférenciers, vous l'avez vu, de grande qualité.
Donc faites-le savoir autour de vous. Prochain rendez-vous avec moi, c'est mardi. Le lundi soir, on ne travaille pas. Mais le mardi, voilà, je le souligne, il y aura Ben Shushan à 19h30 heure française, à 20h30 heure israélienne. Le Rav Ben Shushan nous fait part du livre du Rambam, les 8 prakim du Rambam, un livre très très intéressant qui parle du travail de soi sur l'éthique juive. Un sujet très très intéressant, ça c'est mardi soir. Voilà, les cours, vous le savez, sont enregistrés. Donc vous pouvez les retrouver sur fr.linmod.org, retrouver les enregistrements. Voilà, merci beaucoup à vous tous et bonne semaine. À bientôt. Merci.